Alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kevin Adin, effectivement. C'est ma première conférence au forum. Et donc du coup, je vais vous parler aujourd'hui de la génération des dates en PHP. Alors, pourquoi la génération des dates? Alors au début, on se dit, c'est quand même assez simple quand même de générer une date. Mais il y a des pièges que généralement on ne connaît pas. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fonctions qui permettent de les générer, des fonctions classiques, des objets. Et on n'a pas forcément toujours connaissance de toutes ces fonctions-là. Donc, je vais passer avec vous aujourd'hui les fonctions classiques, donc la fonction date, forcément, la base, la fonction mktime, qui est une fonction qui génère des timestamps, la fonction str2time, l'objet datetime, des timezone, des time intervalles, et pour finir, je vais vous montrer des exemples d'utilisation que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle, qui étaient des cas un peu tordus pour générer les dates. Alors, je vais commencer avec la fonction date. Donc la fonction date, c'est assez classique. C'est la première fonction à laquelle on pense. Je vais vous ressortir. Elle a été pour moi lorsque j'ai souhaité générer des dates. Vous trouverez sur PHP.net la fonction date sans souci. Petit exemple d'utilisation. On utilise un champ de caractères. Je reprends. On utilise une chaîne de caractères pour préciser quelle information on veut que la date nous sorte. Et on a notre info sans souci. On peut aller jusqu'aux secondes, jusqu'aux millisecondes. Les dates, on l'utilise aussi avec ce qu'on appelle un timestamp. Le timestamp, c'est une information que l'on met en second paramètre de la fonction. Alors, qu'est-ce qu'un timestamp? Un timestamp, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, sans prendre en compte de fuseau horaire. Donc, que ce soit en Paris ou autre, peu importe l'endroit du monde, c'est toujours le même numéro. Ça nous permet en fait de générer une date uniquement en integer. Cette normalisation vient de l'IEE qui a standardisé cette date en marquant le début de l'ère UX. Donc ça, c'est pour la petite anecdote. Là, maintenant, je vais passer sur une fonction mktime. La fonction mktime, en fait, elle va nous sortir justement un timestamp. Là, ça va être très intéressant parce que je vais utiliser cette fonction-là avec la fonction que je vous ai présentée au tout début, la fonction date. La fonction mktime, elle prend 6 paramètres. Elle prend très précisément chaque heure, minute, seconde, mois, jour, année. Il faut faire juste attention à l'ordre dans lequel on l'utilise, parce que vu qu'on est en France, on a souvent tendance à mettre année, mois et jour, alors que là, ce n'est pas le cas. Et ça fait faire des petites confusions, des fois on ne s'en rend pas compte. Voici un exemple d'utilisation, très simple. On prend notre fonction, on met les 6 paramètres qu'on a envie de rentrer, et là j'ai envie de générer la date le 24 octobre 2016. J'ai aucun souci à le faire. Je le mets en deuxième paramètre de la fonction date, et ça me sort la date que j'ai demandée. Pour l'instant, pas de problème. Mais bon, c'est quand même pas terrible quand même, parce que bon, 6 paramètres à chaque fois, c'est quand même pas super. Mais ça peut nous apporter quand même une bonne précision lorsque l'on souhaite faire quelque chose de très précis. Genre si je veux prendre, je vais revenir sur des exemples par la suite, mais si je veux prendre le mois précédent, le 15e jour, le 13e jour de l'année 2016, du mois d'octobre, il n'y a aucun problème pour que je puisse le faire. Si je prends des cas un peu plus compliqués, là, on a un cas où je souhaite récupérer le dernier jour du mois précédent, en supposant que je suis le 26 mai 2017. Donc, je prends d'abord le mois -1, je calcule mon mktime avec ça. Je le calcule en prenant le jour 1, mais j'aurais très bien pu prendre le jour 10, le jour 15, peu importe. C'est pas important là sur les premières lignes, c'est pas important. Là, ce que je souhaite juste, c'est me caler sur le mois précédent. Et une fois que j'ai ce mois précédent, je souhaite récupérer le dernier jour de ce mois. Et une fois que j'ai récupéré le dernier jour de ce mois, je reprends encore un mktime pour vraiment avoir les timestamps de ce dernier jour. Parce qu'à l'avance, on est en mai, donc le mai finit par le mois 31. En avril, ça finit par 30, je le sais. Mais il faut que ma fonction puisse fonctionner quel que soit le mois. Même si je suis en mars, il faut que ça puisse me récupérer le 28 février. Donc je ne peux pas mettre directement 30 ou 29 ou 31. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que ce soit dynamique. Du coup, je suis obligé de passer par ces étapes-là. Et si je le fais en une seule ligne, c'est un peu galère. Ça va, je ne vous ai pas perdu? C'est quand même un peu complexe.
c'est vite le bordel, parce que quand même, hein, on a un mktime dans un mktime, dans un date, dans un date, dans un mktime. Bon, c'est pas terrible. Mais bon, c'est un peu difficile à lire quand même. Un petit comportement à connaître, et ça souvent, ça peut arriver de tomber dessus. Si j'essaie de mettre une date qui n'existe pas, eh bien en fait, ça ne va pas me sortir une erreur du tout. Ça va tout simplement me calculer la date logique plus le nombre de jours qui manquent. Donc là, par exemple, ça va me sortir le 31 janvier plus de jours, donc le 2 février. Ça, c'est un comportement à connaître. Et franchement, bon, ça devrait quand même me sortir une fatale erreur. C'est pas très logique. Enfin, c'est logique, mais bon. La fonction str2time. Alors celle-ci, elle me permet de générer aussi un timestamp, mais de manière bien plus pratique. Tout simplement parce qu'en fait, on va utiliser des chaînes de caractères pour définir les dates que l'on souhaite prendre. Supposons, je reprends le même jour, nous sommes le 25 mai 2017. Je souhaite générer le premier jour du dernier mois. J'écris tout simplement str2time, first day of last month. Et ça me génère le 1er avril, puisqu'on était le 25 mai. Une autre solution pour générer ce genre de date, ce serait aussi, par exemple, le dernier jour du dernier mois, en une seule phrase, je l'ai généré. Là, par exemple, vous voyez avec l'exemple qui est très compliqué en mktime, là, ici, je l'ai fait en une seule ligne, ce qui est quand même relativement pratique. Si je continue avec d'autres exemples, on peut générer le dernier dimanche, sans souci, quel que soit notre, qu'on soit lundi, mercredi, c'est lui qui calcule automatiquement s'il faut faire moins 3 jours, moins 4 jours, moins 7 jours, etc. Pareil pour d'autres exemples. Le dernier lundi de la dernière semaine, ça me donne le dernier lundi de la dernière semaine. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est plutôt utile. Cependant, il y a quand même une certaine magie derrière. Il faut quand même se la rendre compte. Il faut faire attention à la magie. Et surtout qu'il y a certaines dates qu'on ne peut pas vraiment faire avec. Ça, je vais vous donner un exemple juste après. Si vous avez besoin de voir un peu tous les mots-clés qu'on peut utiliser dans cette fonction, vous pouvez aller sur PHP.net en prenant dans la section format relatif. Je vais vous donner un exemple qui ne fonctionne pas vraiment. Si je fais la phrase « First Monday of last week » alors que je suis le 26 mai, ça me donne une date d'il y a 5 semaines. Ça a l'air français quand même, ce que je dis. Enfin, français, c'est anglais, mais c'est « First Monday of last week ». Je me dirais, bon, tu me donnes le premier lundi de la semaine dernière. Tu ne reviens pas, au maximum, tu reviens à 10 jours, 15 jours. Là, ça revient un mois plus tard. C'est absolument pas logique. J'essaie de comprendre la logique de ça, et je n'ai pas compris. Donc, clairement, je ne vous incite pas trop à l'utiliser. Un autre exemple, et ça, c'est un exemple qui m'est arrivé clairement en production, et ça a fait plutôt mal, quand on utilise last month. En fait, last month, quand on est le 31 jours d'un mois particulier, en fait, ça ne va pas me renvoyer au mois précédent, ça va faire en fait moins 30 jours. Donc du coup, je vais tomber sur le 1er octobre. Si par la suite, vous faites last month, par exemple dans votre programme, vous faites last month et vous revenez vous essayez de détecter dans quel mois vous êtes, et bien à ce moment-là, ça vous donnera toujours le même mois. Et ça, il faut faire très attention. Il y a une parade qui est très importante d'utiliser last day of last month. Avec cette information, vous êtes sûr de tomber sur le mois précédent, même si vous êtes au 31 octobre. Là, ça vous donne bien le 30 septembre. Donc il faut faire très attention à ce piège. Ça arrive encore souvent. C'est souvent aussi reporté sur PHP.net, sur ce genre de site. Et il faut quand même bien le prendre en compte. Un autre petit exemple, une phrase qui paraîtrait normale, logique. Monday of last week. Eh ben non, ça ne marche pas. En fait, là, il me sort comme si le timestamp était pas bon. Donc str2time ne m'a pas pété une erreur. Il m'a juste mis 0. Et du coup, le datetime, c'est au 1er janvier 1970. Donc en fait, la phrase ne fonctionne pas. Mais, encore une fois, j'ai eu aucune notif. Ça m'a donné un vrai résultat. Il faut faire aussi attention à ça. Et certaines dates ne peuvent pas être construites avec str2time. Là, par exemple, si je souhaite dire « donne-moi le 13e jour de ce mois-ci ou du mois précédent ou n'importe », si je dis « donne-moi le 13e jour », c'est pas possible de mettre genre « day 13 of this month ». Ça ne fonctionne pas. Ou « 13th day of last month ». Ces genres de phrases ne fonctionnent pas. Si vous faites, par exemple, 13 days, ça va faire plus 13 jours ou moins 13 jours. Mais ça ne vous donne pas le jour 13. Et donc, pour faire ce genre de date,
on est obligé de repasser avec du mktime. Alors faites attention, donc du coup, il y a des pièges partout. Prenez bien en compte ça. Alors maintenant, que j'ai passé un petit peu en revue toutes les fonctions classiques, les fonctions procédurales, je vais passer aux objets. Objet datetime. C'est quand même cool, objet datetime. Enfin, on discute, hein. On va pouvoir s'amuser quand même. C'est bon, on peut oublier les restes. Hein. Ouais en fait, non. Non, vous n'avez pas oublié ce que je vous ai appris, parce que les comportements sont exactement les mêmes. Les pièges, les mêmes, les comportements, les mêmes. Si, par exemple, je reprends mon exemple que je vous ai montré avec stRTime. Si je fais new datetime, first day of last month, je reprends mon exemple et je retrouve le 1er mai, en supposant toujours que je suis le 26 mai, bien entendu. Je veux sortir le 15e jour de ce mois-ci. Encore une fois, je fais ma date. Set time, je mets 0, peu importe. J'aurais pu ne pas le préciser. Hein. Set date, je reprends mon mois actuel, mon année actuelle. Je précise le 15e jour et j'ai ma date. Et les pièges sont les mêmes. Si je prends first Monday of last week, encore une fois, ça me sort quelque chose complètement aberrant. Ça me revient à 5 semaines avant. Aucun sens. Bon. Si je prends la phrase Monday of last week qui me sortait un timestamp nul la dernière fois, là, cette fois, ça me met une erreur. Au moins, c'est bien, ça va. Il me précise, attention, ce que tu fais, c'est un peu pas terrible. Hein. Bon, reviens un petit peu sur ton code. Encore une fois, le même piège. Si vous êtes sur le 31 août, 31 octobre, n'importe quel mois qui a le chiffre 31, vous faites last month, vous tombez sur le 1er du mois. Donc il n'a toujours pas fait, le mois précédent, il a quand même fait moins 30 jours. La parade est exactement la même. On revient. Last day of last month, je suis le 31 octobre, je reviens au 30 septembre. Un petit coup d'eau. Alors, une petite parenthèse. Donc là, je vais parler de la librairie Carbon, qui est en fait une librairie, une surcouche de l'objet datetime, qui est plutôt pas mal utilisée. Je voulais revenir sur ça parce qu'il y a un comportement qui est intéressant à connaître, si jamais vous venez à l'utiliser. Quand vous créez une date, vous êtes le 31 octobre, et que vous utilisez useMonth overflow. Par défaut, il est à vrai. Ça signifie qu'on garde le comportement que je vous ai montré en mettant last month. Si vous le mettez à false, et que vous faites submonth 1, ça équivaut à dire last month, tout simplement, eh bien, il va quand même prendre le comportement last day of last month, ce qui signifie qu'il va bien passer au mois précédent et pas juste faire moins 30 jours. Si vous laissez par défaut à true, il fera juste moins 30 jours. Il vous donnera le 1er octobre. Voilà, petite parenthèse là-dessus. Parlons aussi de datetime immutable. Alors, datetime immutable est beaucoup moins connu que datetime, mais quand même bien pratique. Son utilisation est la même. La différence, c'est qu'une fois que vous avez créé votre objet, vous ne pouvez plus le modifier par la suite. Ce qui se passe par là, c'est que toute modification que vous allez engendrer va en fait ne va pas modifier votre objet tel quel, mais va créer une nouvelle instance de votre objet. Après, vous pouvez la récupérer comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Un petit exemple de code en utilisant ça. Vous générez votre date avec le 26 mai, sans souci, et vous essayez de la modifier. Donc là, je reprends le résultat de cette modification dans une nouvelle variable, et je compare. Mon objet initial n'a pas bougé. Par contre, mon nouvel objet, du coup, a été une copie de mon datetime immutable modifié, et lui, il a bien la nouvelle modification. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte, par exemple, quand vous faites des dates de création d'une transaction, d'une entrée en base. Une fois que votre transaction a été créée, elle ne va pas être modifiée. Donc c'est important de pouvoir utiliser ça en fonction des cas. Ça vous permet de protéger votre date, d'être sûr que derrière, aucun programme ne va la modifier. Une fonction de plus, qui n'est que sur data mutable, qui est create from mutable. Cette fonction-là, elle vous permet de créer un objet data mutable en prenant en entrée un objet qui est déjà créé de datetime. Ça vous permet de récupérer une nouvelle data mutable si vous voulez fixer, en fait, si vous voulez figer une date à un moment de votre programme, vous la faites avec create from mutable et vous êtes sûr que votre nouvel objet ne bougera plus.
Ça, c'est plutôt pas mal. L'objet DateTimeZone. Vaste sujet. Alors, qu'est-ce que l'objet DateTimeZone? L'objet DateTimeZone, c'est pour gérer les fuseaux horaires. Et pour les fuseaux horaires, il faut toujours y penser et y faire attention. Parce que souvent, très souvent, on n'y pense pas. Clairement, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on n'y a malheureusement pas beaucoup pensé. Ça cause des soucis. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de bonne pratique parfaite. Il faut vraiment faire attention à comment vous voulez gérer votre système. Mais une pratique bien répandue est que par défaut, configurez votre serveur à UTC. Comme ça, vous n'aurez déjà pas de changement de heure d'hiver, heure d'été, avec des applications automatiques qui tournent à 2 heures du mat et quand vous passez en heure d'été, vous ne savez même pas si elles vont passer ou pas. Enfin, au moins là-dessus, vous êtes tranquille. Pensez à sauvegarder le fuseau horaire de vos dates quand vous le recevez d'un appel extérieur ou autre. Et n'oubliez pas de l'appliquer lorsque vous communiquez. Par exemple, si vous avez un client qui a un site en Norvège, par exemple, eh ben, il faut lui afficher la date de votre serveur, mais avec le fuseau horaire qui lui correspond. De même, si vous faites des transactions, par exemple des transactions bancaires avec une entreprise qui est dans un autre pays que le vôtre, qui a un fuseau horaire complètement différent, et qu'après ils vous disent extrais-moi les transactions du 15 février, si vous lui donnez vos dates à vous, pour lui ça ne va pas matcher, parce que pour lui ça va faire du 14 février 15h jusqu'à 15 février 15h. Et du coup, ça va poser des problèmes. Après, il peut être conciliant et dire, bon, ok, je prends ta date, je m'en fiche, mais bon. Il faut faire quand même attention à ça. Surtout, y penser, vraiment. C'est souvent un cas qu'on oublie très, très souvent. Comment gérer les time zones? Alors, DateTime peut prendre en second paramètre la time zone, et on peut préciser directement la ville dans laquelle on est. Donc, DateTime Zone, par exemple, Europe-Paris. Là, je suis le 1er mai 2017, donc je suis en heure d'été, et que j'affiche ma date, je suis bien à plus 2 heures. Si je change ma date et que je mets le 1er janvier, je passe donc en heure d'hiver, je ressors ma date, là, j'ai 1 heure de décalage. Donc ça prend bien en compte les décalages horaires. Ensuite, toujours sur cette même date, je lui mets cette fois la time zone Australie-Sydney, et là, je suis passé à plus 11 heures de décalage. Alors là, je vous ai mis un petit exemple aussi de type de format qui est souvent utilisé. Pardon. Ah, je me suis trompé. Qui est souvent utilisé, c'est le ISO 8601. C'est assez répandu. Ça vous permet aussi d'enregistrer cette date-là en format dans votre base de données. Mais je vais revenir un petit peu là-dessus. Ça peut aussi vous perdre un petit peu d'informations. Pour les fuseaux horaires possibles, je vous invite à aller voir PHPNet dans la section Time Zone. Faites attention à cette section, parce qu'en fait, sur cette page-là, c'est classé par continent, en fait. Vous avez tous les pays classés par continent. Mais il y a une catégorie autre. Dans la catégorie haute, vous avez des pays qui n'ont pas de continent, en fait. Comme Japon, Turquie, c'est juste Japon, Turquie, c'est pas Asie/Japon. Et en fait, sur ces pays-là, vous avez la time zone qui peut ne pas fonctionner. Donc, faites attention à ça. Dans ce genre de cas, donc faites des tests. Dans ce genre de cas, je vous invite à aller voir directement Wikipédia et de regarder à quelle time zone est le Japon au moment où vous faites votre truc. Mais là, ça devient un peu plus compliqué. Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment, les time zones, vaste sujet, faites attention. Là, je vous donne un petit exemple en générant vraiment la time zone à plus 2 ou plus 3, plus des jours. Donc là, je reprends mon exemple comme si j'étais à Paris. Donc je mets plus 2. Voilà, bon, pas de souci. UTC plus 2 heures. J'ai ma date plus 2 heures. Et si je veux mettre sans décalage horaire, je précise UTC tout court, et il n'y a pas de problème, j'ai plus aucun décalage horaire. Voilà, c'est un petit exemple en plus. Et bien sûr, nous avons quelques pièges. Sinon, ce ne serait pas drôle quand même. Si je prends ma date avec Europe-Paris et que je fais un getTimeZone, getLocation, j'ai mes infos sans souci. Ça me donne le code ISO 2 du pays, latitude, longitude, etc. Cependant, si je prends cette date-là et que je la réinjecte dans un nouvel objet en prenant mon format qui affiche en chaîne de caractères plus 2, plus 3, plus 5 heures de décalage,
bah, j'ai perdu mon information. Je ne peux plus localiser mon information. Alors, c'est un peu logique parce que c'est pas parce que vous avez plus 2 que vous êtes forcément à Paris. Donc ça, il ne le sait pas en fait. Il perd cette information tout simplement parce qu'il ne la connaît pas. Pour parer à ce problème-là, il faut que vous puissiez injecter dans votre nouvel objet le format que vous souhaitez pour afficher l'heure et jusqu'aux minutes secondes. Et là, vous prenez Date Time Zone de votre objet précédent. Comme ça, il va vous retranscrire la time zone Europe-Paris. Et à ce moment-là, vous pouvez récupérer votre get location. L'avantage de ça, c'est que si vous souhaitez vraiment ne pas perdre d'informations du début à la fin, il faut limite que vous prévoyiez un champ dans votre base de données où vous allez vraiment garder le pays d'origine de la date. Là, ça devient un peu plus compliqué, mais pourquoi pas après tout. Maintenant, on va parler des intervalles. Alors, les intervalles, c'est assez simple. En fait, ça représente une période de temps. Il y a seulement juste 2 fonctions à utiliser, assez similaires. Je vais vous montrer juste après. Et en utilisation, vous avez datetime_diff. Quand vous faites 2 datetime et vous faites diff, ça vous donnera une intervalle. Alors, une intervalle, quand vous la voyez écrite, c'est un peu le bazar. C'est un peu difficile à lire. Alors, il suffit juste de décomposer. P pour période, on précise des années au jour. T pour temps, on précise des heures au seconde. Donc là, l'exemple est assez clair. 2 années, 4 jours, 6 heures, 8 minutes. Comme ça, quand vous voyez ça, juste posez-vous, prenez le temps de le lire, et il n'y a pas de souci. Donc là, je génère une date intervalle, et ensuite, je l'extrais en format, et là, ça me sort 2 jours, 2 années, 4 jours, etc. Il y a la deuxième fonction dont je vous avais parlé. Donc là, le premier, c'est le constructeur. Et le deuxième, c'est que vous avez la même création, mais en passant par une chaîne de caractères, qui est un peu plus française, un peu plus pratique à utiliser quand même. Et ça donne exactement le même résultat. Donc là, j'ai fini un peu pour tout ce qui est objet. Je vais maintenant passer à quelques situations que j'ai rencontrées dans mes professionnels. Une première demande, extraire les 10 derniers jours. Ça, c'est assez facile. On peut le faire de plusieurs manières. La première manière, je génère ma date de début, ma date de fin, et sur la date de début, je vais enlever 10 jours. Pas compliqué. Je prends la même chose avec une intervalle de temps, mais cette fois, j'utilise createFromDayString, ce que je vais montrer juste avant, et là, cette fois, je précise bien 10 jours. Ça permet d'être un peu plus lisible. Ou tout simplement, je prends ma date de début et je fais maintenant, moins 10 jours. Ça fonctionne tout bien. Une demande un peu plus alambiquée. J'extrais la dernière demi-semaine, soit du lundi au mercredi, soit du jeudi au dimanche. Ça signifie qu'aujourd'hui, par exemple, on est jeudi, on me demanderait d'extraire du lundi au mercredi. Ça signifie qu'en fonction du jour de la semaine dans lequel je suis, je ne vais pas extraire le même morceau le même intervalle. Pour faire ça, il faut que je passe d'abord par une vérification. Je génère ma date d'aujourd'hui et je regarde à quel jour je suis. Si je suis, donc le N majuscule me donne lundi me donne 1, mardi me donne 2, jusqu'à dimanche me donne 7. Si je suis inférieur à 4, c'est-à-dire que je suis du lundi au mercredi, à ce moment-là, je prends du dernier jeudi au dernier dimanche. Sinon, je prends du dernier lundi au dernier mercredi. Là-dessus, pas de problème. Une deuxième demande. J'extrais la dernière semaine, mais si la semaine est à cheval entre 2 mois, il faut prendre le premier jour du mois. Parce qu'en fait, ça, c'est une demande que vous avez peut-être déjà rencontrée, purement comptable, où en fait, la comptabilité a besoin de clôturer ces mois, besoin de clôturer à chaque mois. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas avoir de données, d'extraction, de factures à cheval entre 2 mois. Pour eux, ça leur pose des gros problèmes. Du coup, il faut prendre en compte le fait que si vous voulez extraire la dernière semaine, et mais qu'elle est à cheval entre 2 mois, il faut donc la couper en 2. Là-dessus, je vais prendre le dernier lundi et le dernier jour du dernier mois. Là, pour avoir une date qui est passée dans le dernier mois. Et je fais une comparaison. Si le mois correspondant à mon dernier lundi est égal au mois correspondant au mois précédent, c'est-à-dire si on est en octobre et que mon dernier lundi est bien en septembre, à ce moment-là, je dois prendre le premier jour de ce mois-ci.
C'est-à-dire qu'au lieu de prendre le dernier lundi, je prends le premier jour. Si on est par exemple, je sais pas, le 3 octobre, et que mon dernier lundi, c'est le 29 septembre, bah, je ne prends pas le 29 septembre, je prends le 1er octobre. Et pour la date de fin, bah, elle ne bouge pas, ça restera toujours le dernier dimanche. Donc là, j'ai bien pris ma semaine entière, mais je fais attention à ce qu'elle ne soit pas coupée entre 2 mois. Un petit cas un peu particulier que j'ai pu rencontrer, je génère une date en mettant first day of last month, mais ensuite je la change. Qu'est-ce qui peut se passer? Mystère, mystère. On va exécuter sur eval.org, allez, on s'amuse et tout. Et donc là, je tombe sur un cas un peu particulier. En fonction de la version de PHP, je n'ai pas le même résultat. Alors, entre PHP de 7.0.17 et 7.0.19, et à partir de 7.1.3, jusqu'à 7.2, ça me donne bien la bonne modification. Sauf que pour les versions antérieures à ça, j'ai pas le 3 février, j'ai le 1er février. C'est un petit peu, quand même, un peu impressionnant. Bon, c'est vraiment quand même problématique. Le comportement n'est pas le même en fonction de la version de PHP. Le problème est le même avec certaines autres phrases. Si je prends last day of this month et que je refais la même modification, là j'ai pris cette fois 2012 pour prendre une année bissextile, histoire de vous faire penser aux années bissextiles, il faut quand même y penser aussi. Bah pareil, j'ai le même résultat. Et là en fait ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'a pas pris le 1er février, il a pris le 29 février. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait sa modif, mais le bout de phrase last day, il a réappliqué à sa modification. Là c'est ce qui se passe. Il a calculé le dernier jour de février 2012. Donc ça c'est un petit peu problématique. Donc mon conseil, pour l'instant, ne le faites pas. Ne faites pas ce genre de choses. En tout cas, pas avant un bon moment. Si vous êtes sur une version inférieure à 7.1.3, ça risque de ne pas marcher. Sauf si vous êtes en 7.0.17 ou 7.0.19. Mais bon, c'est quand même un peu plus rare. Du coup, là-dessus, bah, je vais conclure avec les bonnes pratiques d'aujourd'hui. Pensez à utiliser Datetime Immutable lorsque c'est nécessaire, comme le cas pour la date de création, comme je vous l'avais expliqué, et pensez à utiliser Datetime Zone. C'est important. Ça vous évitera de la date technique plus tard. Les fonctions date avec les timestamps étaient surtout utilisées en procédural. Alors, une info importante aussi, que je n'ai pas pensé à préciser avant, avec les objets datetime, on peut revenir à des dates antérieures au 1er janvier 1970. En fait, elle marche avec des timestamps négatifs. En fait. Ça passe, voilà. Si vous sortez un timestamp de 1940, ça fera un timestamp négatif. Et sinon, faites attention, ne créez pas de date avec des chaînes de caractères sans les avoir testées sur plusieurs situations. 31 janvier, année bissextile, etc. Voilà. Pensez un peu à tout. Gardez en tête qu'un comportement dans une version n'est pas forcément le même dans une autre. Bon. Là-dessus, vous avez une classe qui vous permet de tester les dates, qui s'appelle FakeTime, qui modifie la date du système lorsque vous lancez votre application. Pour l'application, c'est complètement transparent, et vous, ça vous permet de tester un peu toutes les dates que vous voulez. En gros, pour simplifier, ne faites pas confiance aveuglément à une fonction datetime. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour cette petite présentation. Tu utilises le format à chaque fois que tu dois faire les comparaisons et tous les traitements. Est-ce que le fait d'utiliser ce format pour récupérer la valeur, ça n'a pas un coût plutôt que d'utiliser directement le getMonth, par exemple, sur l'objet datetime? Ah oui, après, tu as plusieurs... en fait, effectivement, pour afficher ta date, tu as plusieurs informations. Tu peux faire getMonth, getYear, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai volontairement à chaque fois mis format pour vraiment avoir la date précisée jusqu'au jour, pour avoir année, mois, jour, et toujours garder le même format de sortie, en fait. Ok. Et sinon, oui, tu peux, oui. Ouais, c'est pas vraiment une question, mais oui. Un truc auquel je pense, et je pense que je l'ai pas entendu là. Pour str2time et pour new date time, c'est sûrement pareil. Si on fait par exemple last Monday, c'est pas seulement, on n'a pas seulement une date qui est au dernier lundi, mais au dernier lundi à 10h30.
Sur l'heure. Ouais, l'heure reste relative à... Alors là-dessus, ça dépend à quelle heure tu génères en fait. Hein? C'est-à-dire si tu fais last Monday qu'il est 14h, ben, ça te met last Monday à 14h. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste Oui, c'est vrai. J'ai pas précisé que le temps était impacté. C'est vrai que dans cette présentation, je reste très focalisé sur les journées. Et je parle pas beaucoup de la génération des heures. Mais par la suite, il est effectivement... Enfin, pour les heures, il faut... Une bonne pratique que je fais aussi quand je veux une date fixe, c'est toujours de préciser set time 000, comme ça au moins, j'ai pas de problème. Après, quand je revois par exemple mon objet pour faire une requête SQL, ce genre de choses, au moins comme ça, je suis sûr de ce que je fais. Mais effectivement, tu as raison, c'est quand on fait un last day of last month, ce genre de choses, il garde l'heure à laquelle vous l'avez généré en fait. Salut. J'avais une question par rapport au MKTime. Quand tu avais mis 33, ça donnait le 2 du mois d'après. Mais du coup, le -1, par contre, il ne va pas donner le dernier jour du mois d'avant? Alors, je ne sais pas là-dessus. Je t'avoue. Écoute, à vérifier. Non, là, comme ça, là, j'ai certainement déjà essayé, mais j'ai pas repensé à faire ce test-là en mettant... tu es le 1er janvier, tu fais -2 et tu regardes ce que ça donne. Je dirais que je n'ai pas pensé à regarder ça. Alors, normalement, il me semble quand même qu'il ne va pas te péter une erreur. Tu peux très bien faire, par exemple, dans un MKTime, tu peux très bien faire, genre, tu es le 3 janvier, tu fais -10, il va te revenir au 27 décembre, quoi. Enfin, 23 décembre, c'est 24. Enfin, il va revenir quand même, tu peux, dans un MKTime, si tu fais -10 jours dans le champ jour, même si ça passe en dessous de 0, il va quand même revenir en arrière. Ici. Tu n'as pas parlé de STR Ftime. STR Ftime, en fait, le formatage de date via... je ne me trompe pas sur le nom de la fonction. Hein. STR Ftime, pour formater en fait, une date, on utilise tout le temps date, je m'aperçois, et en fait, STR Ftime, en mon sens, beaucoup plus pratique à utiliser et permet surtout de faire des chaînes internationalisées beaucoup plus facilement, puisqu'en fait, les dates, les éléments de date sont précisés via des %Y, %D, etc. Et du coup, on peut mélanger du texte et des dates, et ainsi faire des chaînes internationalisées. Et a priori, la fonction marche pas mal pour du formatage, et étonnamment, on en parle assez peu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des problèmes à utiliser cette fonction? Non, bah en fait, pour être franc, je ne la connaissais pas. Donc, voilà. Non, mais c'est très bien. Mais sinon, oui, alors, c'est un peu comme date intervalle, en fait. On met pourcentage Y, un mot, et après, ça te... D'accord. Ah, bah c'est bien, ouais, effectivement. Non, je ne la connaissais pas. Bah, merci. Bonjour. Moi, j'avais une question. Tu disais que le last month, ça faisait un -30 jours. Donc, si on est le 1er mars, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on est le 1er mars, ça va bien revenir au mois précédent. Ça va te donner au maximum le 1er février. Mais en fait, c'est surtout que pour... il va bien te revenir au mois précédent, il va s'arrêter au mois précédent, mais il fait au maximum -30 jours, en fait. C'est-à-dire que si tu es au 1er octobre, il ne va pas pousser jusqu'au 30 septembre. C'est sur ça, en fait, le piège. Après, j'ai eu aucun souci de faire last month le 2, effectivement, le 1er mars, le 2 mars. Je n'ai pas eu de problème là-dessus. Il m'a envoyé en février, et après, j'ai fait donne-moi le mois de ton last month, et ça m'a donné février. Mais c'est qu'il pousse au maximum que à 30 jours. Pardon. Ah! D'autres questions? Oui, ici. À la fin de la conférence, tu parles d'utiliser, donc du conseil d'utiliser DateTime Immutable. Oui. Si je m'abuse, Carbone, il est basé là-dessus aussi. Tu as une préférence entre les deux? J'ai regardé un peu Carbone, j'avoue que je l'ai très peu utilisé. Je trouve que c'est pas mal. Après, dans ma vie professionnelle, je ne l'ai vraiment pas utilisé, je l'ai plus regardé un peu de manière personnelle. Du coup, là-dessus, j'ai pas vraiment de préférence. Après, Carbone est un peu plus intuitif, j'ai l'impression, à utiliser. Il y a un peu plus de fonctions qui sont un peu plus françaises, genre au lieu de faire last month, on fait juste sub month. Ça peut être pas mal. Je le trouve plus logique aussi. C'est un peu, voilà, il y a un peu plus de logique dans les fonctions, c'est un peu plus pratique. Ouais. La dernière question. Bonjour. Tout à l'heure, vous aviez fait un format ISO quelque chose et vous avez dit que vous allez en revenir après parce que normalement on perd de l'information. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Parce que justement moi personnellement, j'ai
pareil, un problème avec les dates, etc. Et on préfère utiliser date W3C, justement parce que dans la doc, ils disent que le ISO quelque chose n'est pas vraiment le vrai ISO, enfin, c'est pas la vraie implémentation de l'ISO 86 quelque chose. Voilà. Oui, en fait, j'avais précisé ça, c'était pour justement le getTimeZone getLocation. Quand on génère une date en mettant, par exemple, là, dans mon exemple, j'ai utilisé le format avec P majuscule à la fin pour préciser le fuseau horaire. Mais l'ISO 8601 précise aussi le fuseau horaire en mettant +2, +3. Et du coup, après, quand je passe avec getTimeZone getLocation, je perds, j'ai plus d'informations en fait. C'est à là que je voulais en venir quand je disais qu'on allait perdre de l'information avec l'ISO 8601. Voilà. Eh bien, on remercie très fort Kevin Nadin. Et si vous avez d'autres questions à lui poser, n'hésitez pas à aller le voir en dehors de la salle. Et maintenant, une petite pause. Les conférences vont reprendre à 11h25, donc vous avez le temps de faire un petit tour chez les sponsors. Merci.